Reda, une franchise, un franc-parler qui vous a valu beaucoup de remords, beaucoup de condamnations, on va dire. Ah, de remords, non. De Enfin, condamnation, oui. de Mais pas de remords, remords. À de mon niveau, remords. mais alors aucun remords. Ça, je peux vous assurer que. Peut-être des remords, oui, à la limite, si, tu as raison. Peut-être des remords par rapport à ce que j'ai fait endurer au mien, à ma petite famille. Mais en même temps, je crois qu'ils m'en auraient voulu si j'avais été autre que moi-même. J'ai essayé de rester moi-même. Voilà, jusqu'au bout. C'est vrai qu'ils ont galéré avec moi. Il n'est pas évident, franchise pour franchise, il n'est pas évident de découvrir la maladie cardiaque de sa gamine qui a 1 mois alors qu'on est au tribunal enchaîné avec des menottes et des inspecteurs qui très gentiment vous encadrent parce qu'il faut que vous attendiez le juge d'instruction et que votre épouse vous appelle en vous disant je crois que notre fille a une tétralogie de Fallot et que dans le tribunal vous ne savez pas ce que c'est que la tétralogie de Fallot, vous n'avez pas Internet, ni une encyclopédie, ni le Vidal pour savoir ce que c'est que la tétra. C'est qu'ensuite, vous savez que si elle n'est pas opérée dans les semaines qui suivent, eh ben, vous lui direz au revoir définitivement. Donc, jongler entre le juge d'instruction, les convocations au tribunal, les rafles, parce qu'il s'agissait de ça à l'époque, on venait nous chercher manu militari dans le journal, dans les locaux même du journal, c'est-à-dire que la franchise de la maison de la presse a été violée à plusieurs reprises. Et bon, à la limite, j'en veux pas aux policiers, parce que les policiers eux-mêmes étaient chargés d'une mission, et eux-mêmes, à la limite, s'excusaient presque de devoir commettre cette chose qui leur semble. On sentait qu'ils étaient eux-mêmes contris et mal dans leur peau. Bon, c'est pas à eux que j'en veux, c'est au système tel qu'il est composé. Oui, alors des remords, oui, par rapport à ça, par rapport à une galère que les miens, pas moi. Moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je sais que c'est un métier qui implique un tas de risques. Et quoi que vous apprenez après que, soi-disant, ces condamnations, ce que vous avez vécu, c'était sous prétexte qu'il y avait une manne étrangère. Derrière tout ça, derrière votre franchise, ça vous fait mal? Ça n'a jamais été expliqué totalement sur la. On n'a jamais complètement mis sur le compte de la main de l'étranger ce qu'on écrivait. Ça serait quand même frustrant. Ça serait frustrant pour nous. Il y aurait que la main de l'étranger. C'était aussi l'autre côté pollution qui était mise en cause. C'était notre liberté de ton propre à nous. La main de l'étranger, je crois que c'est l'une des phases les plus ridicules, les plus infantilisantes de ce système. C'est à ce moment-là, je pense, quand il s'est embarqué sur cette galère de la main de l'étranger, je crois qu'il s'est même engagé sur le bras de l'étranger, je reste poli, qu'il s'est donné à voir dans toute sa petitesse. Parce que la main d'étranger, on peut la brandir une fois, on peut la brandir 2 fois, mais au moindre petit tout sautement, au moindre petit paragraphe d'article qui n'est pas dans le ton, ressortir du caveau la main de l'étranger et l'agiter, à un moment donné, les gens ne marchaient plus. D'ailleurs, il la ressort de moins en moins en ce moment. Je crois même qu'ils l'ont coupé. Carrément. Reda, alors, on vous a condamné, on a dit sur vous que c'était une manne étrangère, on vous a même, enfin, on a même dit sur vous que vous aviez quand même des liens avec la sécurité militaire, etc. C'est quand même des rumeurs. Où ça? Ici chez nous. Alors, est-ce qu'il y a des rumeurs qui disent que vous avez des liens avec les services de sécurité? Est-ce que Reda Belhadouda peut rétablir aujourd'hui, on va dire, un minimum de... Mais vous savez ce qu'on m'a dit avant que vous ne veniez, que j'allais recevoir une équipe de caméramans et de journalistes, mais qu'en fait il s'agissait d'éléments des services de sécurité déguisés en journalistes. Ben, c'est bien. Voilà le problème. On est en plein dedans. On apprend sur soi aussi. On est en plein dedans. Mais non, on est en plein dedans. C'est terrible comme ce pays, par la force de la deuxième guerre qu'il a vécue, a été en face très vite d'un mouvement qui a tenté de jeter l'opprobre sur une partie de la population qui a milité, qui a travaillé pour que la République reste debout. Donc comment abattre ces gens-là pour que la digue face à la peste verte rompe, se casse et que la peste verte envahisse tout le pays? Comment faire? Ils nous font face, on n'arrive pas à les éliminer. Il y a plusieurs méthodes. Il y a l'assassinat. Il y a ceux et celles qui ont été assassinés. D'accord, mais ceux qui sont en zone sécuritaire, il y en a un qui est blotti dans un hôtel, il y en a un autre qui est parti dans le sud du pays, il y en a un autre qui vit dans un village, mais on ne sait pas très bien comment le repérer, même si on a mis 2 ou 3 gosses sur son compte. Puis c'est simple. Haïda, il me semble qu'il fait beaucoup de papiers sur l'ANP, a réussi à éliminer. On va lui coller un site, et l'un des sites qui s'est chargé de cette besogne, enfin, il est archi connu par les Algériens. S'il avait été sérieux, ça continuerait à nuire à ces gens-là qui ont été accusés. Le problème, c'est que plus personne n'en parle. C'est le Mohal. Bon.
Donc il semblerait que je sois un agent des services de sécurité. Moi, j'aurais peur pour les services de sécurité de mon pays si moi j'étais un agent. Parce que la crise et le marasme dont je soupçonne mon pays, qui est à genoux pratiquement, elle serait pire. Normalement, mon pays, il a jeté aux oubliettes. Si les services de ce pays devaient faire appel à ça, il y a à s'inquiéter grandement pour ce pays. Et pour sa sécurité d'abord. Ouais, j'espère que les services de sécurité recrutent mieux. Voilà ce que j'ai à dire pour ça. Alors, justement, c'est par rapport à toute cette vie que vous avez vécue en tant que Reda Belhadjouja, on va dire, en tant que ce jeune qui a fait des études, qui est venu de l'étranger, qui a repris ses marques en Algérie, qui a essayé de s'intégrer, de travailler humblement, etc. Aujourd'hui, il y a une deuxième personnalité qui sort de vous, Hakim La'lam. Alors, cette personnalité qui écrit, on va dire, sans avoir honte, c'est-à-dire une franchise telle qui attire énormément de lecteurs. C'est pas une création à partir de rien. Il faut se souvenir juste, et là je fais appel à ta mémoire, il faut se souvenir qu'avant que Reda Belhadjouja ne mute un soir en Hakim La'lam, il était journaliste à la radio, et qu'à l'époque où il était interdit aux journalistes radio de prononcer le mot terroriste intégriste, par note, souviens-toi, c'était placardé à la rédaction. Personnellement, et là encore une fois, je n'en tire pas gloriole, c'est juste que j'estimais à ce moment-là qu'il fallait absolument le faire, sinon j'aurais pas été en conformité avec moi-même. Je prononçais à l'antenne le mot terroriste intégriste. Le jour exactement où l'accord avec l'AIS a été signé, je dis bien le jour où l'accord a été signé, on a voulu me mettre sous les yeux, donc à lire un texte où les Medani Mazarag, et je cite bien les noms, Medani Mazarag étaient considérés, j'allais dire, comme des alter-ego du régime en tant que négociateur à part égale. Je me suis présenté à l'antenne, j'ai dit le terroriste Medani Mazarag. Ça m'a valu 4 mois de suspension. Et dans son infinie générosité, la radio ensuite m'a autorisé à faire des papiers sur l'international. Je ne traitais que du Tchad, le conflit au Tchad, ou alors les crues au Pakistan, pour faire un peu dans l'actualité actuelle. Voilà, dans l'actualité du moment. Donc, Hakim La'lam n'a été, à mon sens, que le prolongement d'un langage qui a toujours voulu maintenir une certaine distance par rapport au discours officiel. Voilà. Hakim La'lam a utilisé une autre forme d'expression, le billet. Le billet d'humour. Il y avait très peu de place pour l'humour dans l'info à la radio. Il y avait sa place dans des émissions de la radio, éclatantes au demeurant, pour beaucoup d'entre elles, pas pour toutes, mais pour beaucoup. Mais en termes de billets, je faisais un billet sportif à la radio, mais qui n'était pas forcément humoristique, qui traitait de l'actualité sportive. Mais en tant que billet dans la presse écrite, j'ai trouvé cette nouvelle forme d'expression. D'abord, j'ai trouvé un journal qui m'a offert un espace. Et ça s'est pas fait tout de suite comme ça du jour au lendemain. On m'a dit, écoute, on voudrait un chroniqueur TV. Parce qu'il ne faut pas oublier que Hakim La'lam a commencé en tant que chroniqueur TV à Liberté, en page 23. Il se trouve qu'au bout d'un certain temps, le chroniqueur attitré de Liberté, Sid Ahmed Semi Ansas, pour des raisons qui lui sont propres, est parti. Et donc la direction de l'époque, qui est toujours la même direction d'ailleurs à un élément ou deux près, m'a proposé de prendre la page 24. C'était un challenge que j'ai. Et puis après, tu sais, la flamme, la passion, le mouvement, l'engouement et le retour d'écoute surtout. Je suis quelqu'un qui fonctionne. Alors j'avais lancé à l'époque, où ça ne se faisait pas du tout, l'histoire du site. Enfin du site, de l'adresse mail plutôt. C'est même pas le site, l'adresse mail. Et bon, là je constate avec beaucoup de bonheur que ça s'est généralisé. Maintenant, on le met systématiquement. Tant mieux parce que si on estime qu'on fait ce métier, on ne le fait pas pour le nombril, on ne le fait pas pour sa famille, on ne le fait pas pour le quartier ou les petits copains qui me taperont dans le dos au café en me disant « c'était génial, impeccable ». On le fait pour un maximum de gens. Le jour où les boîtes mail sonneront creux, ce jour-là, je comprendrai qu'il faut peut-être faire autre chose. Voilà. Justement, vous avez eu l'occasion également de voir le cheminement, on va dire, de la liberté d'expression et de l'interdit de ce que vous deviez dire dans la presse écrite ou dans la radio, entre il y a quelques années et aujourd'hui, où est-ce que vous situez la liberté? Il y a une régression, de manière générale. Moi j'ai la chance, mais ça c'est pas un cas, attention, il ne faut surtout pas généraliser, moi j'ai la chance d'avoir forgé
d'avoir quasiment mis du barodage autour de mon espace. Pourquoi? Parce que dans la grosse tempête de la répression et dans la grosse tempête du terrorisme, j'ai reçu des coups, mais j'ai continué dans cette voie-là. Donc il y a une sorte d'inviolabilité de fait tacite. Il n'y a rien d'écrit. Il y a vraiment rien d'écrit dans la rédaction actuelle où je suis. Il n'y a rien d'écrit. Mais on ne touche pas. On ne touche pas. Le fou de la 24, on le laisse faire le fou, parce que de toute façon, si on voulait lui imposer de faire autre chose, il ne le ferait plus. Donc je peux vous assurer que moi, cette liberté, j'en profite à fond la caisse, en plus du fait que j'ai d'excellents rapports avec mes boss. J'ai la chance, voilà, il y a des chances comme ça qui ne se reproduisent pas ou qui sont très rares, de bosser dans un environnement où le boss est un patron super copain. Faut aussi avoir la maturité de comprendre qu'on travaille dans une entreprise et qu'on n'est pas seul. Quand on a cette intelligence, si on l'a, tout va, tout va. Quand je dis que mon cas n'est pas généralisable, par ailleurs, je constate qu'on est en train de revenir sur un certain nombre d'acquis. Mais sur des acquis où il y avait plus de liberté de ton. Il y avait plus de fulgurance. Il y a plus de subtilité maintenant, vous pensez, Je pense pas. de liberté. Je pense pas. Il y a plus de conforme. Un peu, on est en train d'intégrer des. Il y a moins d'impertinence, ce que je déplore. Il y a beaucoup moins d'impertinence. Et pour moi, l'impertinence est génératrice, peut-être génératrice certes, par moment de dérapage, mais elle est plus génératrice d'éclat, de volume. C'est par l'impertinence qu'on peut arriver à rejaillir, à faire bouger les choses. Alors, Reda, on parle aussi de la liberté d'expression, on parle de la liberté de la presse algérienne, etc. Si vous deviez la situer par rapport aux pays arabes, on dit qu'elle est peut-être meilleure. Si vous deviez la situer, où est-ce que vous situez cette liberté d'expression en Algérie par rapport aux autres médias? Je ne parle pas des Européens, je ne parle pas des autres, je parle des pays arabes. Alors là, c'est vraiment vous tapez à la mauvaise porte. Je suis un très très mauvais lecteur de la presse arabe. Si vous parlez de la presse tunisienne, bon, il est vrai qu'on a un ton beaucoup plus libre. La presse marocaine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contient des titres qui sont fort valables, qui sont même parfois, et puis qui ont de la tenue. Il y a des chroniques d'humour, qui sont très joliment tournées. Donc on est déjà plus dans le schéma de la presse tunisienne. Maintenant, j'avoue mon ignorance, et ça c'est une tare que j'assume complètement, de ce qu'on appelle la grosse artillerie de la presse arabophone, l'égyptienne, la libanaise. Là, honnêtement, c'est pour ça que je dis, vous tapez à la mauvaise porte, je suis un très mauvais lecteur. L'explication est toute simple. Moi, je n'ai pas toujours baigné dans l'école algérienne, au sens où ma formation en arabe n'est pas tout à fait celle que j'aurais voulu. Je lis l'arabe, je le parle, mais pas autant que je le voudrais, et ça ne me donne pas réellement accès aux journaux arabes. Reda, on parle également toujours de la liberté. La liberté, on revient un petit peu à ce qui se passe un peu en Europe, le voile, ou sur le voile intégral en France, que vous inspire aussi la ferveur populaire. Bon, alors c'est deux questions, deux en un. Alors, il y a le port du voile intégral à l'étranger, en Europe en général, ou en France plus précisément, et puis la ferveur qu'il y a eu autour de notre équipe nationale de football. Alors, du voile au dévoilage. Du voile au dévoilage.